We are going to separate. We have restored our independence. We are going to discuss the terms of that separation, and then we'll build a wonderful nation that I would invite you in the future years to come and be witnesses to what we are saying today. Julius Sisiko Ayuk Tabe, le leader autoproclamé de la République d'Ambazonie, un État sécessionniste né des régions dites anglophones du Cameroun, dont l'indépendance a été déclarée en octobre 2017. Un rêve, un espoir d'émancipation, mais aussi le début d'un cauchemar qui a submergé toute une région. Début 2017, ce conflit a embrasé les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Et ces flammes ont consumé bien plus que des idéaux. Plus de 6000 vies ont été arrachées à jamais. Des hommes, des femmes, des enfants tombés dans ce fleuve de sang. Des familles entières ont vu leur foyer réduit en cendres, forcés à l'exil, à fuir la terre de leurs ancêtres pour se perdre dans l'inconnu. Aujourd'hui, plus de 700 000 déplacés errent à l'intérieur du pays, tandis que près de 64 000 réfugiés ont franchi la frontière, trouvant un maigre répit au Nigeria voisin. Ce conflit, marqué par des combats sanglants, des exactions, des villages incendiés, est devenu une plaie béante, une tragédie qui déchire le tissu social que rien ne semble pouvoir refermer. Le début de cette saga judiciaire s'écrit en janvier 2018 à Abuja au Nigeria. Julius Ayuk Tabe et 46 autres séparatistes. 47 hommes arrêtés. Des voix, des visages exilés en quête d'asile face à la répression camerounaise sont arrêtés par les autorités nigérianes. Nous sommes en mesure d'affirmer de sources sécuritaires camerounaises qu'ils ont été transportés ici à Yaoundé aux premières heures d'hier vendredi en compagnie d'une trentaine d'autres séparatistes arrêtés eux au début du mois de janvier dans l'état de Taraba dans le nord-est du Nigeria alors qu'ils participaient à une formation au maniement des armes après s'être fait passer pour des réfugiés fuyant les violences dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest camerounais. Ils sont donc au total une quarantaine de séparatistes camerounais actuellement détenus au secrétariat d'État à la Défense, une prison de haute sécurité ici au Cameroun. Ces arrestations et extraditions illustrent la collaboration qui existe entre le Cameroun et le Nigeria, notamment en matière judiciaire, deux pays en proie à des velléités sécessionnistes. L'espoir a été brisé. Leur extradition vers le Cameroun. Une décision politique sans appel est jugée illégale et anticonstitutionnelle par un tribunal nigérian en mars 2018 qui souligne la violation des lois protégeant les réfugiés. Pourtant, au-delà des décisions judiciaires, le poids des considérations politiques prend le pas. Fin janvier, 57 hommes sont envoyés captifs, transférés à la prison centrale de Yaoundé, loin de la lumière du jour et des droits humains. I will personally advise them to go on appeal because it's a total nullity. All what the court did from start to finish is a total nullity. And if the Court of Appeal cannot quash this judgment, then we are not in a state of law. Puis vint le procès. Un procès ouvert à la fin de 2018 et qui se concentre formellement sur 10 d'entre eux, dont Julius Ayuk Tabe. Le 20 août 2019, le tribunal militaire de Yaoundé les condamne
à la perpétuité, prison à vie, terrorisme, sécession, hostilité contre l'État. Des mots lourds comme des chaînes. Julius Ayuk Tabé, le leader de la contestation anglophone, a été condamné à perpétuité très tôt ce mardi 20 août 2019 par le tribunal militaire de Yaoundé. Avec 9 autres de ses partisans, ils ont été reconnus coupables des faits de sécession, de terrorisme, hostilité à la patrie, financement du terrorisme, bande armée et insurrection. Une amende collective de 250 milliards de francs CFA. Un coup de grâce. Mais cette condamnation, elle, ne marque pas seulement la fin d'une affaire judiciaire. C'est un signal. Un signal fort, un avertissement clair pour toute opposition dans ce pays. En effet, Julius Ayuk Tabé est devenu un symbole. Un avertissement clair lancé aux opposants politiques camerounais. Le pouvoir central ne recule devant rien pour réaffirmer son autorité et neutraliser toute contestation, toute revendication, quitte à franchir les limites du droit. Surtout face aux enjeux cruciaux auxquels le Cameroun fait face dans sa quête de stabilité régionale et de contrôle politique, avec les regards internationaux braqués sur ses choix et leurs conséquences. Et cette condamnation tombe d'autant plus mal que nous sommes dans un contexte où on parle de plus en plus de dialogue. Et je me demande quel dialogue il est possible pour le gouvernement d'amorcer avec les contestataires ou alors les sécessionnistes anglophones lorsque certaines figures comme Ayuk Tabé sont condamnées à la peine à perpétuité. C'est l'histoire de Julius Ayuk Tabé et de l'Ambazonie. Une histoire encore loin d'être terminée. Mais le récit de la dissidence et de la fuite ne s'arrête pas avec Ayuk Tabé. Basile Atangana Kuna, ancien ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, est entré dans la légende politique comme l'homme qui a défié la justice de Yaoundé et a tenté l'impossible. En mars 2018, après un remaniement ministériel qu'il a destitué, il est assigné à résidence et interdit de quitter le pays. Mais face à la sombre perspective d'un procès, Atangana Kuna ne se résigne pas. C'est le début d'une fuite audacieuse, presque sortie d'un thriller politique. Mais cette histoire ne serait pas complète sans ce détail qui donne à l'évasion de Basile Atangana Kuna une touche presque cinématographique. Pour échapper aux griffes de la justice camerounaise, l'ancien ministre n'a pas seulement fui, il s'est métamorphosé. Déguisé en femme, portant des vêtements féminins, il a traversé la frontière à bord d'un véhicule tout-terrain dont les plaques d'immatriculation étaient celles de l'armée camerounaise, dit-on. Une silhouette dissimulée derrière un voile d'audace et de ruse, un homme jouant à se faire oublier derrière ce masque fragile. Cette fuite n'était pas un simple acte de fuite désespérée, mais le fruit d'un plan gelé dans le secret avec la complicité d'un adjudant-chef de l'armée et même d'un prêtre, son frère cadet. Un complot familial et militaire d'une finesse glaçante. Comme dans un film d'espionnage. Mais le suspense se prolongea peu. Arrêté au Nigeria, le scénario se dénoue lorsque, après plus de 10 jours de cavale, Basile Atangana Kuna est interpellé par les autorités nigérianes puis remis aux forces camerounaises dans la nuit du 21 au 22 mars 2018.
extradé vers le Cameroun, ramené de force à Yaoundé. Un vol spécial transporte l'ex-ministre vers Yaoundé, sous escorte policière. Cette fuite, cette traque, ce retour forcé illustre à quel point le pouvoir central camerounais ne lâche rien, prêt à aller loin pour reprendre le contrôle sur ses dissidents, quels que soient leurs moyens, leur rang ou les risques encourus. C'est la trame noire et poignante d'un homme pris entre deux mondes. Un homme qui, par cette évasion spectaculaire, a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire politique du Cameroun. Cette extradition est le fruit d'une collaboration étroite entre les autorités camerounaises et nigérianes dans un contexte où la lutte contre la corruption et la criminalité prendront une tonalité politique particulière. À son retour à Yaoundé, Atangana Kouna est immédiatement incarcéré à la prison centrale de Kondégué. Il est accusé de détournement de fonds publics, notamment lié à son ancien poste à la tête de la Kamwata, la Société nationale de distribution d'eau. Son procès se déroule devant le tribunal criminel spécial, le TCS, une juridiction d'exception spécialisée dans les affaires de haute corruption et d'atteinte à la sécurité de l'État. Son inculpation marque un coup d'arrêt pour l'homme qui avait longtemps été un poids lourd du régime. Après 4 années passées derrière les barreaux, dans des conditions strictes, au sein de la prison de Kondégué, Basile Atangana Kouna bénéficie d'une grâce présidentielle en juillet 2022. Basile Atangana Kouna, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, est libre. Les poursuites engagées contre lui pour détournement de la somme d'1 327 640 francs CFA au préjudice de l'État du Cameroun sont définitivement arrêtées conformément à la décision numéro 001/27/2022 du 27 juillet 2022. La décision du procureur général près le tribunal criminel spécial à la demande du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso, et en application des hautes instructions du chef de l'État Paul Biya, est prononcée ce vendredi 29 juillet 2022 au cours d'une audience présidée par Annie-Noël Baounui Batengue, la présidente du TCS. Don Basilo, comme on l'appelait. La décision rapide et surprenante ordonnée par le président Paul Biya met fin à la procédure judiciaire. Elle fait suite à la restitution d'une somme importante à l'État, jugée suffisante pour clore cette affaire. Personnellement, je tiens à remercier sincèrement le ministère public qui est incarné par le chef de l'État qui a fait droit par la mansuétude à nos requêtes. Donc, c'est un sentiment de satisfaction. Ayuk Tabé et Basile Atangana Kouna, deux exemples qui illustrent que lorsque Yaoundé formule une demande judiciaire ou politique, Abuja agit rapidement et avec pragmatisme, sans hésitation ni manœuvre dilatoire. Le respect réciproque et la confiance entre les deux pays s'imposent ici dans ce domaine particulièrement sensible. La coopération sécuritaire et politique entre le Cameroun et le Nigeria, une relation forgée dans le feu de l'histoire et trempée dans la géopolitique de la survie. Les liens entre Yaoundé et Abuja ne datent pas d'hier. Ils s'enracinent dans un passé commun fait d'alliances, de drames et d'accords qui ont façonné la collaboration d'aujourd'hui. Tout commence à la fin des années 60. Le Nigeria est alors
à feu et à sang. La guerre du Biafra éclate. Entre 1967 et 1970, le pays est déchiré par une guerre civile atroce déclenchée par la sécession de la région orientale. Le Biafra, dirigé par le colonel Odumegwe Njoku, excusez pour la prononciation. Un conflit qui trouve sa source dans des tensions ethniques profondes entre les Ibo et d'autres communautés nigérianes. Des rivalités attisées par des coups d'État, des massacres, des déplacements massifs, jusqu'à ce jour de mai 1967 où le Biafra proclame son indépendance. Le gouvernement fédéral réplique aussitôt. Blocus total, terrestre et maritime. Le pays s'enfonce alors dans une guerre d'une brutalité inouïe. Et dans ce chaos, une tragédie. La famine. Plus d'1 million de civils meurent. C'est la première famine télévisée de l'histoire moderne. Quelle tragédie! Le monde découvre en direct l'horreur de la guerre et la détresse d'un peuple affamé. Dans ce contexte, le Cameroun joue un rôle capital. Sous la présidence d'Amadou Ahidjo, Yaoundé choisit son camp. Le Cameroun refuse alors de servir de base arrière aux rebelles biafrais. Ahidjo ferme les routes d'approvisionnement, coupe les corridors de contrebande et apporte un soutien stratégique au gouvernement fédéral nigérian. Ahidjo a dit non à De Gaulle. Il a dit « Je ne veux pas déstabiliser un pays frère voisin qui vient d'être indépendant comme nous. Il y a des règles que nous nous sommes tous engagés à respecter avec l'organisation de l'Union africaine qui s'appelle maintenant l'UA. C'est l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Donc on ne va pas aider des gens à faire sécession, non. » Un choix décisif. Un choix qui renforcera la position de Lagos, mais aussi la confiance entre les deux États. Cette alliance, née dans le feu, va devenir la pierre fondatrice d'une coopération durable entre le Cameroun et le Nigeria. La guerre s'achève en janvier 1970. Le Nigeria sort victorieux, mais profondément marqué. Des millions de vies perdues, un pays à reconstruire et un voisinage à repenser. C'est dans ces cendres encore chaudes qu'allait germer la coopération sécuritaire et politique entre les deux nations. En guise de reconnaissance, à l'époque, à la fin de la guerre, le général Gowon, qui était président du Nigeria à l'époque, a rendu visite, première visite officielle à Ahidjo, et a conclu une convention qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de visa entre le Cameroun et le Nigeria. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Après la guerre, place à la paix. Et cette paix, les deux pays vont la construire pierre après pierre. Le 6 février 1963, date symbolique, un accord d'amitié et de coopération est signé. Une main tendue entre Yaoundé et Lagos, un texte qui scelle leur volonté commune de bâtir ensemble au-delà des critères et des méfiances. Cet accord n'était pas qu'une formalité diplomatique. C'était un serment. Le premier jalon d'une amitié politique qui allait résister aux tempêtes régionales. Dans les années qui suivent, d'autres textes viendront renforcer cette architecture fragile. En mars 1972, des accords sur la circulation transfrontalière et la coopération policière sont signés. Des protocoles concrets pour encadrer la sécurité, la mobilité et la confiance. Chaque engagement devient un souffle nouveau dans la respiration commune de ces deux nations voisines.
C'est quelqu'un qui était aussi profondément panafricaniste, qui avait cette volonté de faire en sorte que les États africains travaillent ensemble. Puis vient un moment clé, le traité de Maroua en 1975, une pierre angulaire, là où d'autres auraient choisi la confrontation. Le Cameroun et le Nigeria optent pour le dialogue. Et ce traité tranche une question sensible, la souveraineté sur la péninsule de Bakassi. Là encore, un geste fort. Le Nigeria reconnaît sans heurte la souveraineté camerounaise sur cette zone stratégique. Un acte politique, certes, mais surtout un signe de confiance renouvelée. Un signe que malgré les blessures du passé, l'avenir pouvait se configurer ou alors se conjuguer à deux voies. C'est ainsi, dans ce long parcours de respect, de compromis et de solidarité, que s'est construite la coopération sécuritaire et politique entre le Cameroun et le Nigeria. Ça en dit beaucoup sur cette volonté de jouer un rôle central au niveau continental. Et depuis lors, vous avez vu, depuis qu'il est parti, cette volonté-là n'existe plus. Une coopération solide, résiliente, prête à affronter les nouveaux défis de la région. Du terrorisme transfrontalier à la sécurité maritime, de la gestion des réfugiés aux crises politiques internes. Deux nations liées par l'histoire, deux peuples qui ont appris à se comprendre, et un partenariat qui, malgré les épreuves, continue de façonner la stabilité de toute l'Afrique centrale et occidentale. Ahidjo a été un formidable ambassadeur pour le Cameroun. Je crois que le Camerounais était fier à cette époque-là. La sécurité transfrontalière, un enjeu central. Un fil tendu entre deux nations liées. Pas plus de 2000 km de frontières. Cameroun et Nigeria ne partagent pas seulement une ligne sur la carte. Ils partagent une responsabilité immense, celle de garder la paix sur une frontière vivante, mouvante, parfois explosive. Un espace où s'entremêlent menaces, trafic, rivalité, mais aussi un immense espoir de stabilité. Et c'est là que leur coopération sécuritaire a pris tout son sens. Car dans cette zone, chaque erreur peut devenir un drame, une tragédie. Il faut éviter cela. Mais tout a basculé avec la montée du groupe terroriste Boko Haram, ce nom devenu synonyme d'horreur. Une organisation née en 2009 dans le nord-ouest du Nigeria, sous la direction du fanatique Abubakar Sheku. Un homme instable, dit-on, impitoyable. Et un groupe qui très vite a transformé le bassin du lac Tchad en un enfer sur terre. Boko Haram, c'est la guerre contre la modernité. La haine de l'éducation, du progrès, de la liberté. Des villages rasés. Des enfants enlevés. Des femmes réduites en esclavage. Des marchés incendiés. Et des milliers de morts. Ce n'est plus un secret pour personne qu'ils ont changé de méthode. Ils ont décidé de passer à la phase des kamikazes. Leur méthode, c'est plus réussir à s'infiltrer dans la population et une fois dans la population, se faire exploser. Entre 2013 et 2015, la foudre s'abat sur la région. Le groupe djihadiste étend son contrôle sur des villes entières. Elle sème la peur, la désolation et la mort
Des millions de personnes fuient, cherchent refuge au Cameroun, au Tchad, au Niger et soudain, le feu passe la frontière. Le Cameroun entre en guerre. Les attaques se multiplient dans l'extrême nord. Les villages de Fotokol, Kolofata, Amchide deviennent des noms symboles de résistance et de douleur. Face à cette menace, le temps du chacun pour soi est révolu. Les pays du bassin du lac Tchad décident de s'unir, de former un front commun, une alliance contre la terreur. En 2012, sous le ciel d'Abuja, Camerounais et Nigérians scellent un pacte historique. La création du comité de sécurité transfrontalière, le CST. Un comité qui devient aussitôt le rempart entre l'ordre et le chaos. Il réunit les forces de sécurité des deux pays, organise la coordination des patrouilles, partage les renseignements et planifie les opérations conjointes. 2 fois par an, les délégués se retrouvent, échangent, analysent, anticipent. C'est la preuve que la lutte est commune et que la vigilance, elle, ne dort jamais. Mais le tournant décisif viendra en 2015. Cette année-là naît la force mixte multinationale, la FMM. Une coalition militaire unique en Afrique. 5 nations unies, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin. 5 armées pour une seule mission. Rétablir la paix, reconquérir la sécurité, ramener la vie là où régnaient les ténèbres. C'est une vaste région avec une population estimée à environ 30 millions de personnes. En termes de superficie, c'est plus de 2,5 millions de kilomètres carrés. Donc, on parle d'un vaste territoire. Les activités de Boko Haram dans cette zone, début 2015, ont conduit les pays de la Commission du bassin du lac Tchad, Nigeria, Niger, Cameroun, Tchad et la République du Bénin qui a un statut d'observateur à se regrouper pour former la force multinationale mixte. La FMM, c'est la coordination totale des frappes aériennes concertées, des patrouilles conjointes, des opérations de renseignement et des traques des chefs de Boko Haram. Grâce à cette synergie inédite, des bastions jugés imprenables tombent un après un. Les villages libérés reprennent vie. Les écoles rouvrent. Les marchés refleurissent. Et peu à peu, un souffle d'espoir est né dans le bassin du lac Tchad. Cette coalition, c'est plus qu'une alliance militaire. C'est le symbole d'une coopération exemplaire. Une coopération née dans la douleur, mais nourrie par la volonté. La volonté de ne plus laisser leur peuple à la merci du fanatisme. La mutualisation de nos efforts, la synergie de nos stratégies et l'appui des partenaires ont certes permis de contenir le terrorisme, mais ne l'ont pas totalement éradiqué. Il constitue toujours une préoccupation majeure pour de nombreux États qui investissent l'essentiel de leurs ressources pour le combattre ou pour se protéger. Car au-delà des frontières et des uniformes, c'est la même cause qui unit ces soldats, protéger leurs terres, leurs familles, leurs enfants. Et prouver au monde que face à la terreur, l'Afrique sait se lever. Cette coalition est le reflet d'une coopération militaire exemplaire née des besoins impériaux d'un temps troublé, mais aussi de la volonté des deux nations, Cameroun et Nigeria, de ne plus laisser leur peuple à la merci des ténèbres. Mais la coopération entre le Cameroun et le Nigeria ne se limite pas à la guerre contre Boko Haram.
Non. Elle se tend bien au-delà du champ militaire, sur le terrain politique et judiciaire aussi. Les deux pays marchent d'un même pas en matière d'extradition, notamment. Yaoundé et Abuja travaillent main dans la main. Les exemples ne manquent pas. Souvenez-vous, nous en parlions au début de cette chronique du leader séparatiste Sisiku Ayuk Tabe, arrêté au Nigeria puis remis aux autorités camerounaises. Ou encore de Basil Atanganakuna, l'ancien ministre en fuite, rapidement rattrapé et renvoyé à Yaoundé. Ces deux cas, parmi les plus emblématiques, montrent à quel point la coopération judiciaire entre les deux pays est devenue solide. Une entente ferme. Le Nigeria n'est pas un refuge sûr pour les opposants aux figures contestées, surtout quand la coopération bilatérale s'intensifie. En clair, aucun territoire, pas même voisin, ne sert plus de refuge quand la sécurité nationale est en jeu. Le cas d'Issa Chiroma Bakari s'inscrit aujourd'hui dans cette mécanique bien rodée, mais aussi dans une quête de pouvoir marquée par la criminalisation politique et la coopération judiciaire entre Yaoundé et Abuja. Il ne s'agit plus d'un simple différend politique, mais d'accusations lourdes, incitation à la violence post-électorale, tentative de déstabilisation, subversion. Aux yeux des autorités camerounaises, Issa Chiroma est devenu un objet de chasse, valorisé comme une menace majeure. Le Nigeria, signataire des conventions internationales contre le terrorisme et la criminalité transnationale, est donc légalement tenu de ne pas abriter un individu qui pourrait compromettre la stabilité d'un pays voisin. C'est dans cet esprit rigoureux que Chiroma est placé sous résidence surveillée à Yola, sous le contrôle strict de la National Intelligence Agency, la NIA. Ce statut est la scène ultime avant la remise officielle aux autorités camerounaises. Les sources concordent, l'extradition est une question de jours. Mais attention, ce dossier n'est pas seulement judiciaire, il est profondément politique. Et c'est là où ça devient plus intéressant. Car derrière cette affaire se dessine une alliance lourde de sens, celle entre Paul Biya et Bola Tinubu, président du Cameroun et du Nigeria. Une amitié ancienne nourrie par les réalités géopolitiques de la sous-région, une proximité qui favorise la coopération et parfois la complaisance. La rapidité annoncée du transfert de Chiroma n'est pas un hasard. C'est la conséquence directe d'une réelle politique assumée. Là où les liens personnels l'emportent sur les principes et où la diplomatie ferme les yeux sur la dissidence. Pourtant, une question plane, une question lourde, une question qui brûle les lèvres. Le Cameroun peut-il réellement obtenir l'extradition d'Issa Chiroma depuis le Nigeria? Techniquement, aucun traité bilatéral formel d'extradition ne lie le Nigeria et le Cameroun. Mais dans la pratique, les exemples d'Ayuk Tabe et de Basil Atanganakuna l'ont déjà prouvé. La coopération informelle existe bel et bien et Yaoundé mise sur elle avec insistance. Les deux pays sont liés par plusieurs accords et protocoles judiciaires et policiers conclus
dans les années 1960 et 1970 qui facilite l'échange d'informations, la collaboration pour l'arrestation des criminels et la remise informelle des personnes recherchées. Par exemple, un accord de coopération judiciaire signé en 1972 et ratifié par le Cameroun en 1977 prévoit l'échange de documents judiciaires et l'exécution de commissions rogatoires. Mais il ne constitue pas un traité d'extradition au sens strict. Ainsi, chaque extradition effective, comme celle observée dans le passé, repose sur une entente politique et une coordination discrète entre gouvernements, plutôt que sur un cadre juridique précis. Mais attention, cette coopération s'appuie aussi sur les engagements internationaux du Nigeria. En tant que signataire des conventions internationales contre le terrorisme et la criminalité transnationale, Abuja s'est engagé à appliquer un ensemble de règles communes pour prévenir, réprimer et coopérer face aux menaces qui dépassent les frontières. Des instruments comme les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la résolution 1373, obligent les États à collaborer, à faciliter les enquêtes, à poursuivre les suspects et à ne pas accorder d'asile aux personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou de subversion. Toutefois, cela ne remplace pas un traité bilatéral d'extradition qui lui définit de manière formelle les conditions, les procédures et les garanties dans le transfert d'un individu d'un pays à un autre. Autrement dit, le Nigeria applique ses obligations internationales en matière de sécurité mondiale. Mais il ne dispose pas d'un accord spécifique avec le Cameroun sur les modalités d'extradition. Les transferts qui surviennent entre les deux pays se font donc dans un cadre politique ou informel appuyé sur ces conventions, mais sans base contractuelle bilatérale clairement établie. Ces deux dimensions sont complémentaires. Les conventions internationales imposent une coopération globale, tandis qu'un traité bilatéral formaliserait une coopération directe et encadrée entre Yaoundé et Abuja. En clair, le Nigeria agit sous le prisme du droit international, mais cette coopération reste dans le cas camerounais dépourvue de fondements juridiques strictement bilatéral. Cette situation crée alors une zone grise, une incertitude juridique autour des extraditions entre Yaoundé et Abuja, des décisions souvent prises au cas par cas, selon les rapports de force diplomatiques et les intérêts politiques du moment. Dans la pratique, plusieurs transferts judiciaires de ressortissants ont déjà eu lieu, nourrissant l'espoir du pouvoir camerounais de voir Issa Chiroma Bakary rapatrié sur son sol. Mais derrière ce mécanisme apparemment légal se cache une arène politique complexe où le dialogue, les pressions et les négociations déterminent souvent l'issue. Le gouvernement nigérien, tout en demeurant un allié stratégique du Cameroun, fait aujourd'hui face à une pression considérable, celle d'intellectuels, d'organisations internationales et de défenseurs des droits humains qui dénoncent le risque d'une extradition
utilisé comme instrument de répression politique. Pour certains, Issa Chiroma incarne la résistance politique et la contestation démocratique. Et sa remise aux autorités camerounaises ferait craindre un nouveau verrouillage du champ politique dans un contexte déjà chargé de tensions et de méfiance. Ces voix rappellent le principe fondamental du non-refoulement, ce pilier du droit international qui interdit de renvoyer une personne vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée. Ainsi, la question de l'extradition dépasse le seul cadre procédural. Elle devient un enjeu de justice, des droits fondamentaux et de paix régionale. Le Nigeria se retrouve à un carrefour diplomatique délicat, tiraillé entre le souci de préserver ses relations avec Yaoundé et l'obligation morale et juridique de respecter les normes internationales. Dans ce scénario, l'extradition d'Issa Chiroma, si elle devait survenir, ne serait pas un simple acte juridique. Elle serait la cristallisation d'un rapport de force politique. La bataille pour la maîtrise du récit national et un test pour la conscience internationale face à la pression des États. Car au-delà des tractations entre gouvernements, c'est la vie d'un homme, la crédibilité du droit et la foi des peuples en la justice qui se joue ici. Alors, que faut-il en penser? Sans céder au pronostic, il faut admettre une vérité. L'histoire de cette extradition reste ouverte, suspendue aux arcanes du pouvoir, aux alliances mouvantes, à la pression interne et à la vigilance de la communauté internationale. Tout peut encore basculer, comme une partie d'échec entre ombre et lumière. Une seule certitude demeure. Ce dossier révèle les fissures profondes du Cameroun et de sa région. Il expose la complexité d'un pouvoir où la justice et la politique s'enlacent dangereusement, où l'ordre et la contestation se disputent à chaque instant le droit d'exister. Merci à tous.